Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré à l'actualité nationale, régionale et internationale qui ont dominé la scène nationale et internationale. Et nous entamons ce focus notamment pour parler des relations entre Djibouti et les États-Unis. Eh bien, le renforcement des relations entre Djibouti et les États-Unis ne cesse de se renforcer dans plusieurs domaines névralgiques, stratégiques, dont notamment la sécurité, l'économie, la défense, la sécurité, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Regardez. La récente rencontre entre le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et une délégation américaine de haut niveau dirigée par Mara Karlin, adjoint de la sous-secrétaire de la Défense américaine, et le général Michael Langley, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, marque une étape cruciale dans le renforcement de cette relation bilatérale essentielle. Au cours de cette réunion se trouve la reconnaissance commune des défis géopolitiques et sécuritaires auxquels la région de la Corne de l'Afrique est confrontée. Les deux pays partagent une préoccupation mutuelle pour la stabilité régionale, la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la sécurité maritime dans une zone cruciale pour le commerce international. L'échange entre le président Guelleh et la délégation américaine a essentiellement porté sur les partenariats stratégiques à travers divers secteurs clés, notamment le développement économique, la défense, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Les discussions ont mis en lumière les préoccupations liées aux mutations géostratégiques et aux défis complexes, mettant particulièrement en avant les enjeux sécuritaires auxquels la sous-région est confrontée. La délégation américaine a recueilli avec intention les perspectives du président djiboutien sur ces évolutions géostratégiques et les défis auxquels fait face la sous-région. Une attention particulière a été accordée aux considérations sécuritaires en raison de la position géographique centrale de Djibouti en tant que point névralgique à l'entrée de la mer Rouge, jouant ainsi un rôle essentiel dans les opérations sécuritaires et de lutte contre le terrorisme dans la région. Cette rencontre hautement significative témoigne de l'engagement renouvelé des deux pays à travailler de concret pour assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité dans la Corne de l'Afrique. Les discussions en cours s'inscrivent dans un contexte géopolitique dynamique où les États-Unis et la République de Djibouti continueront de jouer un rôle clé pour élever les défis régionaux et mondiaux avec une coopération constructive et stratégique. Djibouti vers une gouvernance visionnaire avec cet atelier de clôture des travaux techniques de modernisation des cadres budgétaires du plan comptable de l'État. Eh bien, les observateurs avertis se sont rapidement rendus compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'une simple mise à jour administrative, mais d'une stratégie plus profonde et ambitieuse visant à réformer le paysage financier administratif djiboutien. Le contexte de cette démarche trouve ses racines dans deux piliers essentiels. Le plan comptable datant de 1986 et la nomenclature budgétaire établie en 2011. Ces références du passé, bien qu'ayant été utiles à l'époque, ont montré leurs limites à mesure que le monde évolue rapidement. L'impératif de moderniser ces fondements devient alors une évidence, non seulement pour se conformer aux standards internationaux, mais surtout pour s'adapter aux défis économiques et financiers en constante mutation. Au-delà de la simple mise à jour, cette modernisation cache une volonté politique de renforcer la transparence, la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Le ministère du Budget et des Finances ont orchestré cet atelier dans le but de mettre en œuvre les réformes budgétaires préconisées par le président Ismaël Omar Guelleh. Ces réformes s'inscrivent dans un effort global de transformation avec pour objectif final la mise en place d'un nouveau cadre législatif et réglementaire favorisant la transparence, l'inclusion et la responsabilité à tous les niveaux. La clôture de cet atelier ne marque pas seulement la fin de quelques jours de travaux techniques, mais symbolise également un pas décisif vers une gouvernance financière plus robuste. En effet, les réformes entreprises résonnent comme un signal fort de l'engagement du gouvernement envers une gestion économique responsable, transparente et tournée vers l'avenir. Derrière les discours officiels, la modernisation du cadre budgétaire et du plan comptable de l'État révèle une stratégie bien plus profonde, celle de bâtir un avenir financier solide où la transparence et la redevabilité ne sont pas simplement des mots, mais des principes ancrés dans la réalité quotidienne de la gestion publique. Santé cette fois avec le projet de modernisation, de renforcement des polycliniques. Vers une amélioration majeure des soins médicaux,
Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdillah, a donc lancé un projet ambitieux de renforcement des 6 polycliniques de la ville. Cette démarche vise notamment à répondre aux défis pressants de la surcharge des hôpitaux et des maternités de 3 niveaux confrontées à un afflux massif des patients. La nécessité d'une solution à ce problème de santé publique a conduit le ministère de la Santé à élaborer une série de mesures ciblées. Le projet de renforcement des polycliniques repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Tout d'abord, il prévoit des investissements substantiels visant à améliorer les plateaux techniques des installations médicales, garantissant ainsi des soins de qualité à la population. En parallèle, l'objectif est de rehausser la qualité globale des soins dispensés dans les polycliniques, renforçant ainsi la confiance des patients dans ces établissements de santé de premier niveau. Le ministère de la Santé ne se contente pas d'investir dans les infrastructures médicales. Il reconnaît également la nécessité de former et de développer davantage des ressources humaines qualifiées pour assurer la prestation de soins de santé efficaces et adaptés. Cette initiative ambitieuse ne vise pas seulement à améliorer la prestation de soins de santé, mais aussi à renforcer le système de santé dans son ensemble. Elle démontre l'engagement du ministère de la Santé envers le bien-être de la population et la qualité des soins qu'elle reçoit. En sport, nous allons parler de la 11e édition du tournoi interrégional de l'amitié de Adeilou qui s'est clôturé le 18 de ce mois. Cet événement orchestré par l'ONG EVA en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture a su insuffler une nouvelle dynamique et réinventer ainsi le rôle unificateur du sport au sein des communautés. Au-delà des terrains de football et des cris de joie, cette 11e édition du tournoi interrégional d'amitié a dévoilé une stratégie bien pensée et une vision audacieuse. En alliant la compétition sportive avec la solidarité et la célébration culturelle, cet événement biennal a su générer une énergie nouvelle et réinventer la manière dont le sport peut unir la communauté. Le cœur de cette stratégie a résidé dans la promotion du sport local, en particulier le football. Le tournoi agit comme une vitrine pour les talents émergents de la région, offrant aux jeunes sportifs une chance de briller sous les projecteurs. L'une des forces majeures de ce tournoi réside dans sa capacité à renforcer les liens sociaux entre les régions participantes. En collaboration étroitement avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'événement a créé un espace où les jeunes talents des diverses régions peuvent se rassembler, interagir et apprendre les uns des autres. Le mélange d'éléments culturels et sportifs a agi comme un pont pour favoriser une meilleure compréhension et une solidarité interrégionale.
Dans l'actualité régionale, au Soudan, au moins 498 enfants sont morts de faim en 4 mois de guerre. Dans un pays où, avant la guerre, un habitant sur 3 souffrait de la faim, les enfants meurent de faim alors que cela aurait tout à fait pu être évité, s'alarme Arif Nour, son directeur au Soudan, dans un communiqué. Et la situation pourrait empirer car Save the Children, incapable d'opérer au milieu de combat, a dû cesser de traiter 31 000 enfants souffrant de malnutrition. La guerre qui pourrait durer des années, selon les experts, entre l'armée et les forces de soutien rapide, a fait depuis le 15 avril environ 5 000 morts, selon un bilan de l'ONG. Face à ces affrontements, la communauté internationale peine à financer l'aide aux déplacés, réfugiés, blessés ou autres victimes de violences sexuelles, alors que la justice internationale s'inquiète de crimes de guerre. Mardi, les violences se sont poursuivies principalement à Khartoum et au Darfour, région occidentale grande comme la France, où vivent un quart de quelques 48 millions de Soudanais. Là, les combats se concentrent à Niala, chef-lieu de Darfour Sud, où depuis le 11 août, ils ont fait 60 morts, des 150 blessés et 50 000 déplacés selon l'ONU. Et de l'année passant, ce qui domine l'actualité internationale, notamment avec ce sommet de BRICS qui se tient à Johannesburg. Les BRICS cherchent quant à eux à élargir leur influence dans l'arène géopolitique mondiale tout en naviguant entre aspirations équitables et frictions avec les puissances établies. Le sommet récent des pays émergents des BRICS à Johannesburg a mis en évidence les enjeux complexes de l'élargissement du groupe ainsi que son rôle dans l'arène géopolitique mondiale. Alors que les pays membres cherchent à étendre leur influence politique et économique, le défi consiste à naviguer entre la quête d'une place équitable dans le système international et les frictions inévitables avec les puissances établies. En effet, les aspirations des BRICS à un équilibre politique et économique mondial plus inclusif est une caractéristique fondamentale. Cette vision a été particulièrement mise en avant lors du sommet où les dirigeants ont souligné leur désir de siéger à la table des négociations en tant qu'égaux. Pour les pays fondateurs en matière économique, la recherche d'indépendance vis-à-vis du dollar américain reste une priorité pour les BRICS. Malgré les poids économiques significatifs, les transactions commerciales restent majoritairement libellées en dollars, ce qui limite leur marge de manœuvre. Par ailleurs, l'élargissement du groupe soulève des questions quant à la cohérence et la dynamique interne. Les membres actuels ont des économies, des intérêts et des visions politiques différents, ce qui peut entraîner des divergences d'opinion sur l'admission du nouveau membre et les conditions imposées. En somme, ce sommet de BRICS à Johannesburg met en lumière la volonté des pays membres de renforcer leur influence sur la scène internationale tout en cherchant à rééquilibrer le système mondial. Les tensions géopolitiques, les divergences internes et la quête d'indépendance économique restent des défis majeurs pour le groupe. L'issue de ces débats et la manière dont les BRICS gèrent ces défis façonneront leur rôle futur dans un ordre mondial en mutation. Nous allons à Fukushima au Japon, où donc, après des années de tests et d'analyses, avec l'approbation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, le Japon commencera progressivement à rejeter dans l'océan Pacifique plus de 1,3 million de tonnes d'eau traitée provenant de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Le Premier ministre japonais a annoncé que ce rejet controversé débutera jeudi. Le projet a été validé en juillet et le gouvernement japonais assure qu'il ne présente aucun danger pour l'environnement et la santé humaine. Cependant, cette opération qui devrait s'étendre sur des décennies suscite des inquiétudes et des critiques, notamment de la part de la Chine. Tokyo prévoit de rejeter progressivement les 1,3 million de tonnes d'eau provenant de la centrale de Fukushima après avoir traité cette eau pour en éliminer les substances radioactives, à l'exception du tritium qui n'a pas pu être éliminé avec les technologies actuelles. L'opération de la centrale TEPCO prévoit un rejet dans l'océan jusqu'au début des années 2050 à un rythme maximal de 500 000 litres par jour, avec une dilution pour réduire le niveau de réactivité au-dessus des normes nationales. Le gouvernement japonais affirme que cette opération ne constitue pas de menace pour l'environnement marin ni pour la santé humaine. Et pour clore ce focus, nous allons parler de dettes et d'hydrocarbures. Les ONG appellent à annuler les dettes des pays en développement
contraints de produire toujours plus de pétrole et de gaz, notamment pour rembourser leur emprunt aux pays riches. L'Argentine, l'Ouganda, le Mozambique, le Pakistan et d'autres pourraient se retrouver dans l'incapacité de sortir des carburants fossiles et de mener une transition vers les énergies renouvelables, à moins que ce piège aux carburants fossiles soit corrigé. Les niveaux élevés des dettes sont une barrière importante pour sortir des hydrocarbures pour beaucoup de pays en développement, commente Tess, une responsable de Debt Justice, dans le communiqué. Le gouvernement argentin a inauguré depuis juillet le premier tronçon de gazoduc Nestor, construit depuis le méga-gisement d'hydrocarbures non conventionnels de Vaca Muerta. C'est le chantier d'infrastructure énergétique le plus important dans le pays depuis 40 ans. Debt Justice demande aux pays développés de procéder à des annulations de dettes sans conditions économiques pour dégager des ressources budgétaires afin d'investir dans les secteurs jugés les plus nécessaires, y compris dans les énergies propres. C'est sur ce point que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi.